Ok, je lance Azerty. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Visité chaque mois par près de 500 millions d'internautes et proposant plus de 60 millions d'articles dans plus de 300 langues, on peut dire sans se tromper que Wikipédia est aujourd'hui l'encyclopédie la plus consultée au monde. Apparu au début des années 2000, le site a longtemps été critiqué pour son manque de fiabilité. D'ailleurs, si vous avez plus de 20 ans, il est fort probable que vos professeurs vous aient déconseillé de l'utiliser. Aujourd'hui, en 2023, on peut dire que c'est différent. Et Wikipédia est un peu devenu indispensable à nos vies numériques. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait cette plateforme ? Ici, on est loin des modèles économiques de Meta ou Google. Wikipédia, c'est avant tout une armée de bénévoles en quête de connaissances. Avec goût, on s'est demandé comment Wikipédia fonctionnait. Qui sont ces gens qui rédigent sur le site ? La plateforme de la connaissance résiste-t-elle à la désinformation ? D'ailleurs, c'est quoi une bonne information ? Toutes ces questions, on les a posées à Nicolas Vigneron, anciennement Wikimédien en résidence au Musée de Bretagne et au Champ Libre. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi, Wikimédien en résidence ? Dans l'univers Wikimédia, il y a le site, le vaisseau amiral le plus connu qui est Wikipédia, mais il y a d'autres sites. Il y a un dictionnaire, le Wiktionnaire, une médiathèque fichiers, Wikimedia Commons, Wikisource, la bibliothèque, etc., etc. Et c'est cet ensemble de projets qu'on appelle Wikimédia. Et ceux qui interviennent sur ces projets, de façon bénévole ou non, sont les Wikimédiens, c'est la communauté qui est derrière. Et moi, il se trouve que au Musée de Bretagne, au Champ Libre, j'étais Wikimédien en résidence, ce qui est un niveau encore au-dessus, où là, j'en ai fait mon métier et mon activité principale. Pendant 1 an, j'ai formé mes collègues à devenir eux-mêmes Wikimédiens, à participer, à mieux comprendre. C'est quoi l'intérêt pour une structure culturelle d'avoir un Wikimédien en résidence ? Alors, les intérêts sont multiples. Déjà, Wikipédia, c'est un des plus vieux sites sur Internet. Il y a une pérennité qui est globalement assurée. Au fil du temps, c'est devenu un des sites les plus consultés au monde. La Wikipédia en français, ça varie de mois en mois, mais c'est 1,5 milliard de visites par mois. C'est énorme. C'est plus que n'importe quel visiteur d'un musée, etc. On sait très bien, voilà, les gens vérifient le soir au bar quel est l'âge de telle actrice. Mais avant d'aller visiter un musée, avant d'aller visiter une ville, ils regardent Wikipédia aussi. Donc les institutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, culturelles ou non, ont intérêt à ce que l'article soit correct, à jour. Voilà. Pour préparer cet entretien, je me suis amusé à demander à mes amis comment ils utilisaient Wikipédia. Et elle est souvent utilisée non pas comme une source exhaustive, mais comme un point de départ pour comprendre ce que l'on ne sait pas. Wikipédia est devenue un peu l'étoile polaire de la connaissance. Personne ne la considère comme un guide absolu, mais lorsqu'on se retrouve dans la nuit de l'ignorance, elle nous montre les schémas. Et c'est déjà un résultat assez impressionnant, je trouve. Mais voyons avec Nicolas comment Wikipédia est née et comment elle est devenue cette étoile polaire. Il faut se souvenir un peu à quoi ressemblait le web des années 2000. À l'époque, on était sur un web qui était beaucoup plus petit en taille d'échelle. On avait beaucoup moins de sites, on avait beaucoup moins de gens qui avaient un accès à Internet d'ailleurs. C'était quelque chose d'assez élitiste. Et surtout, on était sur un Internet en lecture seule. C'est-à-dire que on pouvait lire des sites, on pouvait au mieux envoyer des mails, mais il n'y avait pas tous les systèmes de commentaires, il n'y avait pas encore moins tous les systèmes de réseaux sociaux, etc. On a oublié, mais maintenant on est sur un web qui est très interactif, ce qu'on a appelé parfois le web 2.0, où on devient consommateur des deux côtés de la barrière, mais à l'époque c'était vraiment, voilà. Il y a eu ce qu'on appelle la bulle des entreprises.com, où il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait beaucoup d'argent, notamment un entrepreneur américain du nom de Jimmy Wales, qui vendait notamment des images. Parce qu'en plus, on se souvient plus, mais à l'époque, les images étaient très légères et se téléchargeaient presque pixel par pixel à l'écran, c'était très long. Donc il faisait des images plus légères, adaptées au web. Et du coup, il s'est fait beaucoup d'argent avec ça, soyons honnêtes. Et il s'est dit, moi en plus, il est très libertaire américain, et il voulait partager la connaissance, qui était quelque chose qui n'existait pas sur Internet. Et donc il a lancé une première idée, un site que tout le monde a oublié, qui s'appelait Nupedia, qui était une encyclopédie comme Britannica ou Universalis. Et en fait, ça n'a pas marché. Et le cofondateur de Wikipédia, Larry Sanger, lui a dit, tiens, et si on essayait un wiki, qu'est-ce que c'est ? Wiki, c'est un outil qui existait avant Wikipédia. Nous, on a juste repris une bonne idée, qui était un des premiers plateformes moteurs
de sites où on pouvait justement collaborer à plusieurs, rédiger, co-rédiger, se laisser des commentaires et t'as oublié une virgule, etc., etc. Et ça a super bien marché. Nupedia, en 1 an, a dû faire quelque chose comme 35 articles, et en anglais uniquement. Wikipédia, au bout de 3 mois, avait 1000 articles dans une dizaine de langues. Et c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, ça a totalement échappé à son créateur, presque. La communauté a grossi très très vite, et du coup, c'est maintenant une entreprise collective avec des centaines de milliers de bénévoles dans le monde entier, dans plus de 400 langues, qui rédigent chacun son petit article dans son coin, mais ils le font ensemble. Quand tu évoques les débuts de Wikipédia, tu parles de 2001 et tout, on se doute quand même que les premières personnes qui publient sur Wikipédia sont ce qu'on appelle des early adopters, les premières personnes, quand une nouvelle technologie apparaît, à essayer cette technologie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas ? Est-ce que la sociologie de Wikipédia, elle a un peu bougé ? Qui sont les contributeurs de Wikipédia ? Quand on crée un compte sur Wikipédia, n'importe qui peut se créer un compte de façon pseudonyme, alors qui est anonyme ou pas, chacun choisit son pseudo. Moi j'ai mis mon vrai nom, certains mettent Toto35 et ça passe très bien aussi. Donc on ne sait pas forcément qui est derrière un pseudo, donc il faut qu'il y ait des gens qui fassent des recherches. Ce qu'on sait quand même, c'est que les contributeurs et les contributrices, c'est déjà surtout des contributeurs, à peu près à 80% des hommes. En termes d'âge, en fait il y a 2 pics, soit entre 20 et 30 ans, soit plus de 60, ce qui correspond en fait assez facilement à des gens qui ont du temps. Voilà. Et après, c'est des gens forcément qui ont un accès à Internet et qui sont à l'aise avec l'Internet et qui ont souvent plutôt diplômé plus, classe sociale plus. Pour autant, ça c'est le profil moyen, et on sait bien que les moyennes ça veut rien dire. Il y a une très grande disparité, finalement hétérogénéité, qui en fait est plutôt une chance de diversité dans la communauté Wikipédia. J'ai pas insisté dessus, mais les Wikipédia elles sont vraiment découpés par langue et pas par pays. Donc c'est pas Wikipédia France, c'est en français. Et donc du coup on a des Français de France, évidemment, c'est à peu près la moitié de la communauté, mais on a aussi des Belges, des Suisses, des Canadiens, Québécois, l'Afrique francophone, et même en fait n'importe qui parle un peu français dans le monde peut contribuer sur la Wikipédia en français. Ça se voit très bien sur la Wikipédia en anglais, qui est une langue globale, internationale, où toute la planète contribue sur Wikipédia en anglais. Autour du profil moyen, on a beaucoup de gens différents. Certains qui vont en plus dans leur façon de contribuer. Certains sont des accros qui contribuent 2, 3, 4 heures par jour. D'autres font une modification vite fait une fois par mois. Certains contribuent, ajoutent du texte. Certains corrigent le texte des autres. Certains ajoutent des photos. Chacun a sa manière de contribuer en fait. Et c'est par cette diversité qu'on retrouve finalement un peu tous les profils dont on a besoin pour écrire. À ce stade de l'interview, je dois vous faire un aveu. J'ai déjà participé à la création d'une page Wikipédia, à savoir la fresque du ciel de l'Opéra de Rennes par Jean-Julien Lemordant. Cet article, j'y ai participé dans le cadre d'un projet universitaire, et c'est justement en participant que je me suis rendu compte de certaines choses propres à la plateforme. Tiens, par exemple, avez-vous déjà remarqué que les articles sur Wikipédia sont plus ou moins écrits de la même façon, avec le même ton ? On peut même dire que c'est difficile d'y reconnaître un style d'écriture propre d'un article à l'autre. Étrange, non, pour une plateforme aux dizaines de milliers de contributeurs. Eh bien ça, c'est parce qu'il y a des codes dans Wikipédia. Des codes de mise en page, des codes rédactionnels, bref, un ensemble de règles mises en place pour garantir une encyclopédie cohérente. Mais comment ces règles ont-elles été définies ? Je me souviens qu'à ma première participation, mon groupe s'était fait épingler par des administrateurs car nous n'avions pas un style assez Wikipédia. Toutes les règles de Wikipédia, quasiment, sont implémentées, améliorées et mis en place. Enfin, on les fait respecter, c'est la communauté qui s'en empare. Au début de Wikipédia, le fameux Larry Sanger dont je parlais tout à l'heure, a donné ce qu'on a appelé les principes fondateurs, qui sont au nombre de 5, et qui sont très larges. C'est 1, Wikipédia est une encyclopédie. 2, elle vise la neutralité. Elle est placée sous licence libre. On est une communauté humaine, donc on a des règles de savoir-vivre. Et il n'y a pas d'autres règles. La 5e règle dit littéralement, c'est tout. Et de ces règles, chacun les interprète comme on veut. Notamment la première qui est très large, Wikipédia est une encyclopédie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas dans Wikipédia, d'autres qu'on accepte, comment on prend. Et d'ailleurs c'est marrant parce que d'une Wikipédia linguistique à une autre, en français, en anglais, en allemand, on n'a pas exactement la même interprétation de ces principes fondateurs. Voilà, la Wikipédia en français notamment, on a le luxe d'avoir déjà bien avancé, d'avoir beaucoup d'articles. Donc du coup on est plutôt dans une phase d'affinage des articles et on insiste beaucoup sur mettre des sources. Faut toujours penser que les autres savent pas forcément ce qu'on sait et que les autres n'ont pas forcément le même niveau de langage que nous.
Sur la Wikipédia en français, c'est pas que des francophones natifs qui contribuent. Donc parfois faire des phrases longues, compliquées, etc. En fait, non, on va faire plus simple. On va utiliser des temps, le présent de la narration le plus possible, présent historique. Et c'est un peu ça qui fait le style encyclopédique. Pour être honnête, en écoutant ces règles et la façon dont Yells utilise les sources, elles ne me semblent pas suffisantes. Peut-être je suis un peu tatillon, mais il y a tellement de sources sur Internet aujourd'hui qui disent tout et son contraire, et je me demande d'abord comment la communauté Wikipédia décide si et comment changer une page. Parce que par exemple, utiliser un système de vote où chaque utilisateur ou utilisatrice compte pour une voix pour arbitrer un changement d'une page me semble peu pratique, et aussi présente des problèmes. Parce que si toutes les opinions sur un sujet sont légitimes, tout le monde n'est pas un expert sur tous les sujets. Et en ce qui concerne les sources, il y a toujours le problème d'un biais appelé cherry picking, c'est-à-dire le fait de choisir les sources qui soutiennent sa thèse et écarter les autres. Sur Wikipédia, les contributeurs et contributrices sont surtout des experts de l'organisation de la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément les sujets où on écrit. Par contre, on est très fort pour fouiller le web et trouver une vieille publication. Typiquement, moi, sur le breton, c'est souvent l'université de Boston qui a numérisé des livres sur le breton. Voilà. Donc, je suis spécialiste de trouver ce genre d'informations. Et du coup, on laisse peu de place aux opinions personnelles, en fait. C'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai retrouvé ailleurs. On reflète sur Wikipédia l'état des connaissances extérieures. Et éventuellement, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des sujets un peu polémiques ou compliqués, effectivement, on passe à une phase de vote. Mais finalement, quelque part, le vote, c'est un peu la défaite du compromis ou de la synthèse des connaissances. C'est quand on n'arrive pas à mettre en forme, dans ce cas-là, on vote. Mais on vote pas tant en conscience personnellement qu'en fonction de ce qu'on a compris des sources, en fait. On est finalement pas très loin de la démarche universitaire académique de synthèse des connaissances. Comment vous faites pour vous assurer que sur une page, la page respecte le consensus scientifique? Parce que les consensus scientifiques, le problème est que c'est pas une source ou un ensemble de sources, mais c'est une communauté de personnes qui, sur la base de tout travail, arrive à une conclusion. Et souvent, cette conclusion n'est pas écrite dans une source. Et ça embête beaucoup les Wikipédiens que ça soit pas écrit. Et en plus, quand c'est écrit, souvent c'est écrit 10, 20 ans plus tard. Mais c'est bien sûr que... Et nous, pourquoi vous l'avez-vous pas écrit il y a 10 ans et on sait. Donc effectivement, sur certains sujets, on a du mal à trouver quel est le consensus scientifique. Et puis finalement, quelque part, est-ce que c'est très grave ? Ça fait 20 ans qu'on écrit une encyclopédie, on va l'écrire encore pendant plusieurs vingtaines d'années. Tous les articles sont pas parfaits. Wikipédia, c'est aussi un projet d'encyclopédie, c'est en perpétuelle construction. Il y a des articles qui sont pas finis, il y a des articles qui sont plus délicats que d'autres. Le consensus scientifique bouge aussi, parfois beaucoup d'ailleurs. Donc on fait au mieux en fonction des sources disponibles. Parce que nous, de toute façon, pour que quelqu'un d'autre puisse vérifier, il faut que ça soit écrit quelque part. Si c'est pas écrit, ça sera pas dans Wikipédia, malheureusement. Et donc oui, c'est douloureux, c'est compliqué, et on essaye de faire au mieux. Et la chance, c'est que la Wikipédia en français, par exemple, c'est un peu plus de 20 000 personnes qui contribuent au moins une fois chaque mois. Donc sur les 20 000, il y en a bien un ou deux qui sont au courant du consensus et qui peuvent aider à guider les autres. Alors cette idée que Wikipédia est un éternel chantier, un objet en perpétuelle évolution, là dans ma vision, je l'avais un peu sous-estimé, je crois. Parce qu'il me semble que quand on va sur une page qui est déjà avancée, on a l'impression que tout n'est pas complètement juste et précis, bien sûr, mais au moins vérifié et en quelque sorte stable. C'est à la fois la chance et la malédiction de la Wikipédia en français d'être déjà assez avancé, d'avoir beaucoup de contenu, et on a l'impression que c'est fini. Allez sur la Wikipédia en breton, vous allez tout de suite comprendre que c'est en perpétuelle construction, ou dans d'autres langues. La Wikipédia existe en plus de 325 langues, et il y en a effectivement qui ont 1000 articles et d'autres plusieurs millions. On n'est pas du tout aux mêmes états d'avancement, et voilà. Et on faisait l'anecdote tout à l'heure, j'utilise Wikipédia pour vérifier l'âge d'une actrice, une date, etc. Et finalement, certains trouvent ça triste. Oh là là, on bâtit la connaissance humaine et tout ça pour savoir quel est l'âge d'une actrice. Et finalement, en fait, c'est pas plus mal, parce que si certains veulent le consensus scientifique sur la fusion nucléaire, c'est peut-être pas dans Wikipédia qu'il faut la chercher, justement. Ou en tout cas, il faut chercher sur Wikipédia comme point d'entrée. Et après, il faut se faire ses propres connaissances soi-même, en particulier si on est sur des sujets très pointus, très scientifiques. Voilà, Wikipédia a ses limites et il faut en être conscient. Comme tout document écrit, d'ailleurs. Écrire, c'est faire des choix. C'est choisir de quoi on parle, de comment on en parle, mais c'est également choisir de quoi on ne parle pas.
Un article peut, par exemple, être écrit de manière à s'attarder plus longuement sur un point et en omettre un autre. Bref, vous voyez ce que je veux dire, écrire, ça n'a rien de neutre. Ça, Wikipédia le sait très bien, et pour essayer de soustraire tout biais idéologique de ces pages, la plateforme a fait de la neutralité de point de vue l'un de ses principes premiers. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? La neutralité, c'est inatteignable, la neutralité parfaite, ne serait-ce que parce que le langage lui-même n'est pas toujours neutre. L'exemple que je donne toujours est un exemple non polémique, parce que les exemples polémiques, j'en ai plein. C'est Napoléon, la Louisiane et les États-Unis. Est-ce que Napoléon a vendu la Louisiane ou est-ce que c'est les États-Unis qui l'ont acheté ? Et en fait, c'est marrant parce qu'en français, on parle toujours de la vente de la Louisiane, mais en fait, c'est pas toujours en français, c'est en français de France. Au Canada, pour eux, c'est l'achat de la Louisiane. Et dans toutes les autres langues du monde, c'est Purchase of Louisiana en anglais ou ce genre de choses. Et rien que le fait de dire je l'ai vendu ou je l'ai acheté, on se positionne par rapport, on est situé par rapport à un sujet. Ce qui prouve qu'on n'est jamais totalement neutre. Et du coup, le deuxième principe fondateur, nous, il est plutôt formulé en fait en négatif de on va pas essayer d'être un média d'opinion. On va pas voilà, donner comme voilà, si je donne des grands titres de presse comme Figaro, l'Humanité ou même Valeurs Actuelles, les gens ont tout de suite une idée de quelle est l'orientation politique derrière. Nous, finalement, notre orientation, elle est presque scientifique, plus que politique ou académique, peu importe. Et on essaye d'être le plus neutre possible. Et c'est effectivement un vœu pieux où on essaie d'aller le plus possible, mais c'est jamais totalement. Et du coup, la neutralité de point de vue, c'est que on va pas, on va prendre le plus de sources possible, mais on va prendre le plus de sources diverses possibles aussi. Typiquement, sur une personnalité politique, on va pas prendre que les sources qui sont du même bord politique que l'article sur lequel on écrit, ou du bord opposé. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est une mauvaise idée. On va essayer de prendre toutes les sources possibles et imaginables pour refléter un peu l'ensemble des connaissances. Et c'est d'ailleurs en fait un petit peu l'étymologie du mot encyclopédie. C'est bien le cycle, faire le tour d'un sujet. Et c'est faire le tour d'un sujet sans sélectionner des sources trop orientées. Donc en fait, c'est plutôt ne pas prendre parti. En ne prenant pas parti, on va essayer d'être on va de facto être le plus neutre possible, mais c'est jamais être parfaitement neutre. On est d'accord. Et du coup, est-ce que c'est pas conservateur vis-à-vis de la connaissance, cette neutralité de point de vue ? Alors si, un peu. De toute façon, le fait que Wikipédia se base sur des sources écrites, on a nécessairement un temps de retard par rapport à la réalité, entre guillemets, que ce soit des actions qui se passent, des événements. Même si, par exemple, dans le football, il y a des Wikipédiens qui mettent les résultats des matchs à peine le coup de sifflet final prononcé. Mais en général, et typiquement sur des sujets qui méritent de s'y pencher longtemps, les articles sont toujours en retard par rapport à l'état des connaissances. Parfois, c'est quelques mois, parfois, c'est des années. Donc, en étant en retard, on est forcément un peu conservateur. Et pareil, en se basant que des sources écrites et sur les sources de qualité, parfois, on est un peu en retard. Donc ça, c'est la nature même du système. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas très grave parce qu'on a le temps, entre guillemets. On n'a pas de délai dans Wikipédia, on est dans le numérique. Il n'y a pas de date de publication, on n'est pas stressé par ça au moins. Et après, par contre, Wikipédia, c'est pas... alors, il y en a qui disent 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour Churchill, mais c'est pas ça non plus, en fait, la neutralité. C'est pas parce qu'il y a deux opinions qu'ils se valent. Et typiquement, c'est pour ça qu'on recense les sources. C'est parce que si on fait une recension des sources sur un sujet et qu'il y en a 90 qui parlent d'un point de vue et une qui parle d'un autre point de vue, sur Wikipédia, on va essayer de respecter cette proportionnalité des sources. Pareil, si on a des sources très académiques qui vont présenter un sujet d'une façon, et puis après des sources plus populaires, vulgarisation, qui vont le parler, on va donner les deux points de vue, on va essayer de leur donner leur proportionnalité de ce qui existe dans les sources. Wikipédia, c'est toujours un reflet de la réalité, le reflet de l'état des connaissances, et voilà, le but du jeu, c'est d'être le reflet le moins déformant possible. Si Wikipédia a son petit côté conservateur, la plateforme fait-elle des efforts concernant les cultures minoritaires, comme par exemple les cultures non blanches ? Comment Wikipédia peut-elle éviter de devenir un nouvel instrument d'effacement au service des cultures dominantes ? Alors ça, c'est un sujet qui est compliqué dans Wikipédia. Parce que, est-ce que mettre en avant des gens à visibilité, c'est pas être non neutre ? Ou pas ? Et ça, c'est une question que la communauté a pas trop tranchée, qui est compliquée. Ceci dit, d'une part, parce que le Wikimédien moyen est curieux. Quand il voit un truc invisibilisé, il va se dire « Tiens, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas écrit. » Il y a une petite fierté aussi personnelle des Wikipédiens. C'est aussi leur motivation pour certaines personnes d'écrire sur des choses que personne n'a écrit avant. Donc, ils vont être curieux. Par contre, si ça a été invisibilisé, parfois, il y a moins de sources, voire pas du tout. C'est affligeant comment il est plus facile d'écrire sur un article sur une commune de France à 10 habitants que sur des départements de millions d'habitants en Afrique, parfois. On n'a pas du tout les mêmes quantités de sources, et c'est injuste.
mais c'est ce que disent les sources, donc voilà. Donc on essaye de faire au mieux, et sur certaines thématiques, alors les langues minoritaires, les cultures minoritaires, ou tout simplement les femmes, hein, tout à l'heure je donnais le chiffre, dans la communauté il y a 80% d'hommes, 20% de femmes à peu près. Bah, dans les articles sur les biographies sur Wikipédia, on retrouve, comme par hasard, en fait pas du tout, la même proportion. Il y a à peu près 80% de biographies sur des hommes et 20% sur des femmes. Et quand on cherche des sources, on est coincé, parce que voilà, typiquement, si je veux écrire l'article sur toutes les personnes qui ont été papes dans le monde, bah oui, je vais me retrouver avec 100% d'hommes, et là, je peux rien faire sur le sujet, malheureusement. Sur d'autres sujets, par contre, moi-même, personnellement, j'ai écrit plein de biographies sur des femmes irlandaises. Là, il y avait un manque, et je m'en suis occupé. Il y a d'autres contributeurs, en particulier des contributrices, qui essayent de faire des efforts là-dedans, mais avec l'exercice d'équilibre de rendre visibles des choses qui sont pas tout à fait invisibles, en fait. Les choses qui sont la partie facile de l'iceberg, où on a déjà des sources. Donc on bouge le cadran un peu, mais pas totalement, et d'ailleurs on se demande toujours si on bouge pas le cadran un peu trop ou pas assez. En mai 2020, une enquête a révélé l'utilisation d'agences de communication pour éditer des pages sur Wikipédia, notamment pour des clients comme Carrefour, la BNP ou encore LVMH. Alors, si Wikipédia tente d'être le reflet de la réalité, comment l'encyclopédie peut-elle faire face au contenu commandé ? D'ailleurs, est-ce que Wikipédia lutte contre ça ? Est-ce que c'est interdit d'écrire des articles contre de la rémunération ? Après tout, sur d'autres plateformes, ce genre de pratique est plutôt courante. C'est pas interdit, c'est mal vu, c'est à faire selon les règles. En fait, ce qui est interdit, c'est de le faire sans le dire. Ça, clairement, si vous travaillez pour Carrefour et que vous modifiez l'article sur Carrefour et que vous le dites pas, vous vous ferez rapidement déjà repérer, parce qu'en général, c'est pas subtil, et bloqué. Par contre, si vous êtes transparent, vous dites je suis manager de la communication de Carrefour et je veux modifier Carrefour, c'est possible, mais par contre, il va y avoir d'autant plus scruté par le reste de la communauté, parce qu'on se dit oh là là, le loup est dans la bergerie, comment faire au mieux. Et souvent, ça se passe pas très bien d'ailleurs pour ces personnes-là, parce que même s'ils font alors déjà faire l'effort de transparence, c'est pas toujours évident, c'est un peu étrange d'ailleurs à chaque fois de se dire les gens ne disent pas qui ils sont. Et après le style encyclopédique, le fait que finalement entre de la communication publicitaire et la communication scientifique, il y a finalement ça a beau être communication dans les deux cas, c'est pas du tout les mêmes typologies et façons de faire. Voilà, ça se passe pas toujours bien, et surtout quand c'est des agences de com derrière, en général avec des gros sabots, elles essaient de faire des trucs, et parfois elles réussissent temporairement. Mais en fait, avec des milliers de contributeurs, on va toujours finalement... c'est aussi ça, quand on dit tendre vers la neutralité, c'est souvent tendre aussi dans le temps, avec des gens qui revérifient, on va améliorer les articles. On parle de grands groupes, mais on pourrait aussi parler dans le polémique des personnalités politiques qui veulent faire retirer tous les aspects peu glorieux d'une biographie. Et d'ailleurs, le peu glorieux étant tout à fait subjectif, parce que pour une personne à gauche, à droite ou autre, c'est pas toujours la même façon. Est-ce qu'il y a des gens chez Wikipédia qui sont... il y a des bénévoles qui sont dédiés à repérer ce genre de personnes ? Alors, il y a des gens, effectivement, mais même d'ailleurs, en fait, tout le monde... Parfois, c'est assez marrant d'ailleurs, que on nous signale qu'un article n'est pas neutre, ou ne va pas d'un problème quel qu'il soit d'ailleurs, via Twitter, les réseaux sociaux ou autres. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, c'est bizarre cet article quand même, machin ». Et du coup, merci de nous avoir signalé, et on regarde. Et souvent d'ailleurs, c'est le cas. Quand même, ce qu'il faut que je mentionne, c'est qu'on a des outils, en fait. Sur Wikipédia, tout est transparent. Ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que les agences de com contribuent sans se rendre compte qu'ils laissent des traces partout, et des traces indélébiles, parce que nous, sur Wikipédia, on n'efface jamais... ce qu'on appelle l'historique d'un article, un peu le journal de bord de ce qui s'est passé. Et quand on voit, typiquement, on a des outils pour voir un peu la fréquence de contribution. Et il y a des articles qui ont été modifiés 1 à 2 fois par mois dans les 10 dernières années, qui n'ont pas plus bougé. Puis d'un coup, bam, on a 50 modifications à la minute, ou alors on avait des petites contributions de 2-3 caractères à chaque fois, corriger une faute d'orthographe. Puis là, boum, il y a des pavés qui atterrissent. Et ça, les bénévoles ont des outils qui sont d'ailleurs... pas secrets, pour le coup, ils sont complètement transparents, ils sont accessibles à tous, où on peut voir qui contribue sur quoi, dans quelle proportion, etc. Et c'est très drôle de voir typiquement les adresses de l'Assemblée nationale contribuer sur des députés. Un peu comme Alex, j'ai un aveu à faire. J'ai déjà eu affaire aux coulisses de Wikipédia. En 2015, sur la Wikipédia de ma langue maternelle,
l'italien, une partie du mouvement antifasciste s'est rendu compte que une tentative d'entrisme de l'extrême droite sous les pages d'histoire était en cours. Peut-être d'une manière différente, mais des choses similaires se sont passées sur les sites français aussi, j'en suis sûr. Or, sans raconter toute l'histoire en détail, certains pseudos agissaient de manière organisée pour changer les pages de la Seconde Guerre mondiale, en ajoutant des sources dites révisionnistes, c'est-à-dire niant l'horreur du nazisme et de la Shoah, ou en voulant l'atténuer, le faire passer par un détail de l'histoire, comme l'a dit quelqu'un. Ces bandes organisées en ligne ont détourné tous les mécanismes décrits par Nicolas pour mener une véritable bataille culturelle, dans le but de se réhabiliter et de soutenir des récits toxiques, comme que les pires fascistes, enfin, c'est les antifascistes. En outre, il y avait des éléments entiers, les plus gênants des biographies de certains hiérarques du régime qui disparaissaient, ou qui les groupes bloquaient dans les discussions pour éviter qu'ils ne soient pas ajoutés. Or, c'est un sujet difficile qui mériterait une interview séparée sur Wikipédia l'histoire, mais nous pouvons déjà commencer par comment ça marche quand il y a des absences délibérées sur Wikipédia. Parfois, il faut laisser des vides dans Wikipédia quand on n'a pas suffisamment de sources ou quand les sources sont pas fiables, en particulier sur des sujets polémiques. Parfois, on sait que non, cette partie-là, on ne va pas la traiter parce que parfois d'ailleurs par simple flemme en fait des bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles derrière quasiment à écrire sur Wikipédia. Et non, pas ce soir, j'ai mal à la tête, je vais pas m'occuper du fascisme après-guerre en Italie. On se dit que de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et avec le temps, en fait, c'est ça que moi j'aime bien dans Wikipédia, c'est que ça donne espoir en l'humanité. Si ça marche Wikipédia, c'est parce qu'il y a plus de gens qui sont prêts à collaborer pour ajouter des bonnes infos que des gens, et il y en a beaucoup aussi, mais à casser Wikipédia. Les gens qui construisent sont plus forts, plus nombreux, je ne sais pas, mais en tout cas plus efficaces au final que les gens qui détruisent. Du coup, selon toi, c'est une sorte d'esprit collectif qui arrive à éviter l'effet d'avoir de l'entrisme d'une partie de la communauté. Ouais. Parce que ma peur à l'époque, quand j'ai lisé les discussions derrière de Wikipédia, était toujours de dire oui, mais dans les discussions, on invisibilise un peu le rapport de force qui existe dans la société. Parce qu'on n'est que des anonymes qui en discutent, et au final, on se retrouvait qu'il y avait deux, par exemple de mon côté, contre une dizaine de personnes qui se disaient anonymes, mais qui en vrai c'était des fachos qui défendaient... Quand ceux d'en face sont organisés, ça pose un problème de déséquilibre. Et ça, d'ailleurs, dans le numérique, on le trouve souvent. Le problème de Twitter, Meta, etc., c'est pas tant forcément leur façon de faire que le temps que, par contre, ils ont des millions pour le faire et s'imposer. Et du coup, il y a un déséquilibre. Finalement, nous, sur Wikipédia, on va toujours finir par le détecter et ça va toujours se régler. C'est un problème pour le lecteur parce qu'il peut toujours tomber au mauvais moment sur la mauvaise version d'un mauvais article, mais globalement, avec suffisamment de temps et avec suffisamment de personnes qui vont relire, on va arriver à avoir globalement, c'est tout le problème du globalement entre parenthèses, une bonne encyclopédie. À écouter Nicolas, Wikipédia arrive dans la majorité des cas à se protéger de la désinformation et travaille continuellement sur la qualité et l'équilibre de ce qui est proposé. En 2023, Wikipédia fait presque office d'anomalie dans le paysage numérique mondial. Avec Guglielmo, on s'est dit que cette fourmilière à chercheurs d'informations est probablement née d'un imaginaire, et c'est là-dessus qu'on souhaitait terminer l'émission. En 1941, George Louis Borges écrit la bibliothèque de Babel et imagine un endroit contenant tous les livres possibles et inimaginables. En 1945, dans As We May Think, c'est Vannevar Bush qui, lui, invente dans ses écrits un dispositif appelé le Memex, une machine servant à stocker, organiser et accéder aux informations de manière efficace. Bien d'autres, avant eux, ont aussi écrit sur un imaginaire qui a probablement nourri Tim Berners-Lee et Robert Cailliot, les inventeurs du World Wide Web que nous connaissons. Alors Wikipédia est-elle la matérialisation concrète de ces imaginaires ? Le site encyclopédique a-t-il réalisé les rêves de ses auteurs et chercheurs ? Il y a une filiation qui est assez évidente, oui. Et dans ces listes, c'est des exemples que je connais très bien. Moi, je cite souvent le Mondeanum à Mons en Belgique, qui a été fait par Paul Otlet, qui était l'Internet en papier. Et c'est génial parce que c'était une bibliothèque énorme avec des fiches qui se renvoyaient les unes aux autres. C'est lui qui a fait les fameux chiffres de classification décimale dans les bibliothèques où il y a des 620 correspondent à tel truc de la connaissance. Il avait vraiment pensé à ça déjà. Et l'affiliation, et même d'ailleurs on pourrait aussi remonter aux encyclopédistes de l'époque du siècle des Lumières. Il y a une filiation qui est évidente. La synthèse de la connaissance, nous sur Wikipédia on n'a pas inventé.
se reposer sur des sources, synthétiser les sources, savoir jauger chaque source. C'est des choses qu'on fait depuis des milliers d'années. Nous, ça, on l'a pas réinventé. La vraie réinvention dans Wikipédia, la différence avec tous ces autres projets, c'est vraiment la dimension collective, humaine, où en fait, tous ces projets, ils s'arrêtent souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que si on veut le faire avec une entreprise assez classique, il faut payer des gens, il faut payer beaucoup de gens et ça passe pas. Et nous, grâce au bénévolat, on a suffisamment de gens pour faire de ce rêve une réalité finalement. Est-ce que Wikipédia, ce serait pas le plus gros projet collaboratif de l'histoire ? Je sais pas comparer exactement avec le monde du logiciel libre, où il y a beaucoup de monde. Les logiciels Linux, c'est pareil. Ça remonte, c'est un peu d'ailleurs la même dynamique où on s'en est inspiré. Ils sont aussi très nombreux, mais je pense qu'en nombre de personnes, clairement, Wikipédia bat tout un tas de records. Et du coup, c'est quoi le futur selon toi ? Ça veut dire, selon ça, on a eu des idées et on est arrivé à matérialiser ces sortes d'imaginaires et des rêves. C'est quoi, dans 50 ans, l'imaginaire Wikipédia va devenir quoi ? Wikipédia continuera d'une façon ou d'une autre avec l'arrivée d'outils comme ChatGPT. Qu'est-ce que ça va faire ? Je ne sais pas. Les prédictions sont toujours compliquées, en particulier quand elles concernent le futur. Moi, j'ai plutôt confiance. On va y arriver. Je crains peut-être un peu que Wikipédia se fossilise et reste dans ces choses là où on a besoin de changer. Mais j'ai bon espoir, il y a toujours des nouveaux projets qui arrivent dans la galaxie Wikimedia, parce qu'il n'y a pas que Wikipédia encore. Il y a eu Wikidata qui a été créé il y a une dizaine d'années autour des données. Il y aura peut-être un jour une Wikipédia GPT, etc. Je ne sais pas. Et je suis assez curieux, justement, de voir ce que ça donnera. J'espère être là dans 20, 30 ans pour le voir, justement. Et c'est sur ces interrogations concernant le futur de la plateforme que s'achève cette émission. Un grand merci à Nicolas Vigneron d'avoir pris le temps de nous parler de Wikipédia et de son engagement dans cette communauté. Azerty, c'est fini pour aujourd'hui, mais en attendant la prochaine émission, on vous rappelle que toutes les précédentes sont disponibles sur vos applications de podcast préférées et sur le www.silab.fr. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Azerty. Tu veux pas nous rappeler comment ça marche, Internet ?